Avez-vous déjà regardé la personne que vous aimez le plus au monde droit dans les yeux, pour y découvrir qu'elle ne ressentait rien d'autre que du mépris pour vous? Avez-vous déjà donné votre confiance, votre cœur, votre héritage tout entier à un homme, pour vous réveiller un matin sans rien d'autre que les vêtements que vous portez sur le dos? C'est l'enfer qu'Elara vivait chaque jour. Il y a 3 ans, elle était l'héritière brillante de la maison d'argent. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un fantôme. Une silhouette frêle vêtue d'une robe de servante grise, usée jusqu'à la corde, qui frotte les dalles de pierre glacée du palais royal pour rembourser les dettes d'un homme qui l'a détruite. Cet homme, c'est Théo. Son ancien compagnon. L'homme qui lui jurait un amour éternel tout en falsifiant sa signature pour lui voler ses terres. L'homme qui l'a jeté dans la boue dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait, pour parader avec une nouvelle maîtresse de la haute noblesse. Théo croyait avoir gagné. Il était persuadé d'avoir brisé Elara de manière si absolue qu'elle ne serait plus jamais capable de relever la tête. Il pensait qu'elle n'était qu'une jolie poupée silencieuse, destinée à mourir dans l'oubli des cuisines du château. Mais Théo a oublié une règle fondamentale de la survie. Il ne faut jamais sous-estimer une femme intelligente qui n'a plus rien à perdre. Et le jour où Théo a eu l'audace de venir au palais pour tenter d'escroquer la créature la plus dangereuse, la plus impitoyable et la plus terrifiante du continent, le jeune roi Alpha Cédric, il ne savait pas qu'il marchait vers sa propre exécution. Car ce jour-là, la servante brisée a parlé. Et quand elle l'a fait, le monde de Théo s'est effondré dans un choc total. Mais la véritable histoire ne s'arrête pas à la vengeance. La véritable histoire commence lorsque le roi Alpha, un monstre féral incapable d'aimer, a posé les yeux sur cette servante et que son monde sombre a basculé à tout jamais. Préparez-vous. Voici l'histoire d'une trahison brutale, d'un mensonge dévoilé, et d'un amour si féroce qu'il a fait trembler un royaume entier. La musique s'accélère, des percussions lourdes, puis un fondu au noir soudain. Le son d'une brosse frottant la pierre mouillée résonne. Acte 1. La chute et le froid des pierres. L'eau dans le seau d'Elara était si froide qu'elle y voyait des cristaux de glace se former sur les bords. Ses doigts, autrefois doux et manucurés, étaient désormais rougis, gercés et couverts de petites coupures. Elle frottait le sol de la gigantesque salle du conseil du palais d'hiver. Elara n'avait que 21 ans, mais ses yeux noisettes, grands et profonds, portaient le poids de 100 ans de chagrin. Sous le bonnet informe de sa tenue de bonne, elle cachait une cascade de longs cheveux d'un noir corbeau, brillant comme la nuit. Sa peau, malgré la malnutrition et le manque de sommeil, gardait l'éclat de la porcelaine fine, et ses traits étaient d'une beauté éthérée, délicate, presque irréelle. Elle faisait tout pour s'en les dire. Être belle quand on est une servante sans défense dans un monde de loups-garous, c'est une condamnation à mort. Autour d'elle, les autres servantes murmuraient, nerveuses. Le roi Alpha arrive aujourd'hui, chuchotait une vieille femme en essuyant les dorures de la cheminée. J'ai entendu dire qu'il a décapité 3 généraux rebelles hier, juste avec ses griffes, frissonna une autre. Et Lara ne disait rien. Elle écoutait. C'était sa plus grande force. Son esprit était un coffre-fort analytique, capable d'absorber la moindre information, de comprendre les enjeux politiques, de calculer les risques. Elle savait pourquoi la salle devait être impeccable ce matin. Des nobles de tout le royaume venaient présenter leurs hommages et leurs traités commerciaux au roi Cédric. Soudain, le lourd bruit des bottes résonna dans le couloir de marbre extérieur. Les lourdes portes de chêne sculptées s'ouvrirent à la volée. Ornées de fourrures somptueuses et de bijoux éclatants, les premières délégations entrèrent. Et parmi eux, une silhouette fit figer le sang d'Elara dans ses veines. Changement de musique, une note aiguë, dissonante, illustrant l'anxiété. C'était Théo. Il portait un manteau taillé sur mesure dans du velours grenat, son épée arborait un pommeau en or massif. Cet or, c'était le sien. L'or de la famille d'Elara. À son bras se pavanait Lady Clara, une louve de la haute société, ricanant bruyamment, la poitrine gonflée d'arrogance. Elara baissa immédiatement la tête, fixant l'ossale de son sceau. Elle pria la déesse de la lune pour qu'il ne la voie pas. Pas aujourd'hui. L'humiliation était déjà une compagne quotidienne, elle n'avait pas besoin de son poison à lui en plus. Mais la chance n'était pas avec elle. En traversant la salle pour choisir les meilleures chaises avant l'arrivée du roi, Théo s'arrêta net. Ses bottes coûteuses s'immobilisèrent à quelques centimètres des mains tremblantes d'Elara. Il la reconnut instantanément. Un sourire vicieux, chargé d'une cruauté indicible, étira les lèvres de Théo. Il se pencha légèrement. Eh bien, regarde ce qu'on a là, Clara, murmura Théo d'une voix mielleuse et toxique. Clara baissa les yeux, son visage se tordant de dégoût. Burke. Qu'est-ce que c'est que cette chose misérable? C'est mon ancienne erreur de parcours, chérie, répondit Théo en riant doucement. Tota Sauviens. La petite idiote naïve qui me croyait quand je disais que je l'aimais. Regarde-la maintenant. À sa vraie place. À genoux, dans la saleté, en train de nettoyer mes bottes. Et Lara se mordit l'intérieur de la joue si fort qu'elle sentit le goût métallique du sang envahir sa bouche. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Son esprit, d'habitude si calme,
hurlait de douleur. Ne réponds pas. Ne le regarde pas, survie. Théo, voyant qu'elle ne réagissait pas, décida d'aller plus loin. Faisant semblant de trébucher, il donna un grand coup de pied dans le seau d'eau sale d'Elara. Splash! L'eau glacée et noirâtre se déversa partout sur le sol en marbre immaculé, éclaboussant la robe déjà humide d'Elara. La salle, d'ordinaire bruyante, s'étut pendant une seconde, les autres nobles observant la scène avec amusement ou indifférence. Oups! Fit Théo avec un sourire carnassier. Tu ferais bien de nettoyer ça très vite, petite souris. Le roi Alpha ne tolère pas les incapables dans son château. Si la salle n'est pas parfaite quand il entre, ce sera ton sang qui lavera ses pierres. Il cracha presque ces derniers mots avant de tourner les talons, entraînant Clara vers le devant de la scène, la laissant là, grelottante, humiliée, détruite. Et Lara ferma les yeux. Une seule larme, brûlante de rage et de désespoir, coula le long de sa joue. Mais alors qu'elle prenait son chiffon pour éponger le désastre, son regard se posa sur les documents que Théo venait de poser sur la grande table du conseil. Elle connaissait ses sceaux. Elle connaissait ses chiffres. C'étaient les registres des mines du Nord. Et Elara savait, sans l'ombre d'un doute, que chaque chiffre inscrit sur ce parchemin était un mensonge monumental. Théo s'apprêtait à voler le roi Alpha. Transition sonore, le son lourd d'un battement de cœur. Une fois. 2 fois. Acte 2, l'entrée du monstre. Puis, l'air dans la pièce a changé. Ce ne fut pas graduel. Ce fut instantané, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la salle de conseil. Une pression invisible, écrasante, tomba sur les épaules de toutes les personnes présentes. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu d'une phrase. Les rires moururent dans les gorges. Le silence devint si lourd qu'il faisait mal au tympan. La température chuta d'au moins 10 degrés. Les grandes portes s'ouvrirent lentement. Le roi Alpha Cédric venait d'entrer. Et Lara, toujours agenouillée dans son coin sombre, leva timidement les yeux. Elle ne l'avait jamais vu en personne. Les rumeurs disaient qu'il était un géant meurtrier, couvert de cicatrices, avec le regard d'un démon. Les rumeurs se trompaient sur un point. Il était d'une beauté à couper le souffle. Mais c'était une beauté terrifiante. Cédric mesurait facilement 1,95 m. Ses épaules étaient larges, emprisonnées dans une tunique noire de qualité militaire. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés, tombant sur un front sculptural. Sa mâchoire était carrée, dure comme de l'acier forgé. Mais ce qui arrêtait le cœur de quiconque le regardait, c'étaient ses yeux. D'un bleu polaire étincelant. Il n'avait aucune chaleur humaine. C'étaient les yeux d'un prédateur apex qui calculait la valeur de votre vie en une fraction de seconde et décidait que vous ne valiez rien. Cédric avançait lentement, ses bottes ne faisant aucun bruit. Son aura de pouvoir pur, l'aura d'un alpha de sang royal invaincu, forçait physiquement chaque personne dans la pièce à courber l'échine. Même Théo, malgré son arrogance, tremblait comme une feuille, le front recouvert de sueur froide, incliné très bas. Le roi s'installa sur son trône de fer et de cuir noir au bout de la grande table. Il ne sourit pas. Il ne fit aucun geste de politesse. Il laissa le silence s'étirer pendant 30 secondes agonisantes, profitant de la terreur qu'il inspirait. Pour Cédric, ce monde était rempli de parasites. Depuis qu'il avait vu ses propres parents se faire massacrer par des conseillers traîtres quand il avait 15 ans, il avait appris une seule règle. Pour survivre, il fallait être le monstre. Les sentiments n'étaient qu'une faiblesse pathétique qui menait à la tombe. Il gouvernait par la peur, la logique glaciale, et la force brute de son loup intérieur, un loup si immense et agressif qu'il luttait chaque heure de chaque jour pour le garder sous contrôle. À l'intérieur, Cédric était rongé par une solitude abyssale. Une chambre d'écho vide et glacée. Il n'avait jamais ressenti le contact d'une main sans qu'elle ne s'accompagne de terreur ou de trahison. Il n'avait pas de compagne, de mate, et il avait accepté qu'il mourrait seul, consumé par son propre pouvoir. Les narines du roi frémirent soudainement. Au milieu de l'odeur suffocante de parfums bon marché, de peur et de sueur de la noblesse, une effluve frappa ses sens surdéveloppés de loup. La pluie de printemps. Le jasmin sauvage. Et un léger soupçon de tristesse ancienne. Les yeux bleus de Cédric balayèrent la pièce comme des lames de rasoir, cherchant la source de cette odeur enivrante. Ses yeux s'arrêtèrent dans le coin gauche de la pièce. Sur une servante recroquevillée, en train de nettoyer une flaque d'eau. Il ne vit que le profil de son visage délicat, mais pendant un millième de seconde, le loup à l'intérieur de la poitrine de Cédric, d'habitude si violent et enragé, s'arrêta de grogner. Il gratta mentalement contre ses côtes, soudainement alerte, captivé. Mais Cédric, maître de ses émotions, réprima cette sensation instantanément. Il détourna le regard. Que les suppliques commencent, ordonna le roi d'une voix si basse et si résonnante qu'elle fit vibrer la porcelaine sur la table. Faites vite. Je m'ennuie déjà. Acte 3. Le choc et la révélation. Théo fut le premier à s'avancer. Il ravala sa salive avec difficulté, lissa son beau manteau volé, et déballa ses parchemins avec un sourire obséquieux. Et Lara,
selon le protocole des servantes, dut se lever, prendre une cruche en argent poli et s'approcher silencieusement de la table pour remplir la coupe du roi. Pendant qu'elle s'approchait à pas de loup pour verser le vin sombre, Théo commença son discours enjôleur. « Majest, c'est un honneur. Je représente aujourd'hui le Consortium du Nord. Comme vous pouvez le voir sur ces documents officiels que je vous soumets avec dévotion, la production des 3 mines d'argent principales a augmenté de 14% ce trimestre. Nous proposons donc au nom de la Couronne, un nouvel investissement logistique sur l'aile ouest de la montagne, ce qui nécessiterait un transfert de fonds de 2 millions de pièces d'or vers nos trésoreries locales pour l'achat de matériel. » Theo mentate. Il mentait avec une aisance nauséabonde. Elara savait pertinemment que les mines du Nord étaient taries. Elle le savait car c'était son grand-père qui avait fait les dernières expertises géologiques 3 ans plus tôt. Théo demandait 2 millions d'or au roi Alpha, pour les envoyer vers l'ouest, là où se trouvaient les clans rebelles qui prévoyaient secrètement un coup d'État. Elara tenait la cruce. Ses mains tremblaient légèrement. Elle était si proche de Cédric qu'elle pouvait sentir la chaleur féroce qui irradiait de sa peau, son parfum de pain sauvage, de cuir et de tempête électrique. Elle regarda Théo. Il lui fit un petit sourire en coin, victorieux, persuadé de réussir son coup de maître. Il allait devenir immensément riche, et elle retournerait laver le vomi dans les couloirs du château. La rage, une rage pure, noire et brûlante, s'alluma dans les entrailles de la servante brisée. L'instinct de survie d'Elara lui hurlait de se taire. Une servante qui interrompt le roi est mise à mort. C'est la loi. Mais si je ne dis rien, pensa-t-elle, je suis déjà morte. Elara posa la cruche sur la table. Le léger clinque du métal contre le bois de chêne attira l'attention froide de Cédric. Et là, dans le silence de cathédrale de la salle d'audience, d'une voix cristalline, douce mais inébranlable, Elara prit la parole. La production des mines du Nord n'a pas augmenté, Majesté. Elle a chuté de 60% au cours des 2 dernières années. La veine principale est morte. La musique se coupe brusquement. Le silence est assourdissant. Le temps s'est figé. Literally. Personne n'osait respirer. Les yeux des 50 nobles présents s'élargirent avec une horreur comique. Une servante venait de contredire un seigneur, en plein conseil du roi Alpha Cédric l'impitoyable. Le visage de Théo passa du rose de l'arrogance à une pâleur cadavérique en moins d'une seconde. Son cœur rata un battement. Ses yeux s'exorbitèrent en fixant Elara. « Tais-toi » cracha Théo, la panique le rendant fou. « Pardonnez-la, Majesté, cette fille est attardée, c'est une moins que rien, elle radote. » Théo fit un pas en avant, fou de rage à l'idée que cette créature qu'il pensait d'avoir écrasée ose ruiner son plan parfait. Il leva une main, prêt à frapper Elara en plein visage devant tout le monde pour la faire taire. Groroer. Un son à vous glacer le sang. Un grondement profond, guttural, bestial, qui ne venait pas d'une gorge humaine. Personne n'a vu Cédric bouger. Il était sur son trône, et à la nanoseconde suivante, il n'y était plus. Musique. Des violons rapides et intenses, une action foudroyante. Cédric était maintenant debout entre Elara et Théo. Sa main gauche, immense, recouverte de veines palpitantes et de griffes semi-déployées, avait percuté le poignet de Théo en plein vol. Un bruit sinistre de craquement d'os résonna. Théo hurla de douleur. Ses genoux cédèrent sous la pression monstrueuse des doigts de l'alpha qui broyait littéralement son articulation. Personne, murmura le roi Cédric d'une voix si sombre qu'elle semblait venir des abysses, ne fait preuve de violence dans mon espace. Et personne n'ose frapper une femme en ma présence. Surtout pas un lâche dans ton genre. Les yeux bleus de Cédric brillaient maintenant d'une légère lueur rouge sang, signe que son loup était dangereusement proche de la surface. D'un mouvement négligent, il rejeta Théo en arrière. L'homme tomba lourdement sur le marbre, gémissant, tenant son poignet brisé. Clara, sa compagne artificielle, laissa échapper un petit cri de terreur et recula, abandonnant Théo sur le champ. Le roi, énorme et intimidant, pivota lentement. Il baissa les yeux vers la petite silhouette d'Elara. Elara tremblait de tout son corps. Cédric était une montagne de muscles et de rage létale, se tenant à quelques centimètres d'elle. L'air autour de lui était chargé d'électricité statique. « Je vais mourir », pensa l'esprit d'Elara. « Il va me tuer pour avoir parlé hors de mon rang. » Mais étonnamment, quand Cédric la regarda, la lueur rouge dans ses yeux disparut, remplacée par le bleu polaire. Pendant une fraction de seconde, il étudia les traits de son visage. Il vit la crasse sur ses joues, la misère de sa tenue, mais surtout, il vit la lueur défiante dans ses yeux noisettes. Elle était terrifiée, c'était évident, elle respirait vite, mais son menton était levé. Elle tenait son regard. Personne, pas même ses généraux les plus endurcis, ne pouvait soutenir le contact visuel avec le roi sans baisser les yeux de terreur. Cette petite servante le faisait. « Continue », dit seulement Cédric. La voix subitement très calme. « Fascine ». Elara avala sa salive. Elle n'allait pas reculer maintenant. Elle se tourna vers Théo,
qui gargouillait de douleur sur le sol. Elle le regarda avec un froid absolu, la vengeance coulant enfin dans ses veines. Les documents que le seigneur Théo vient de vous présenter sont des faux méticuleusement élaborés. Il a engagé des faussaires dans la ville basse pour imiter les Sauminiers. Son but n'est pas d'investir dans l'Ouest, mais de détourner vos fonds vers le clan indépendant des Crocs Noirs, avec qui il prépare une insurrection. La salle entière octa. Accuser quelqu'un de trahison sans preuve équivalait à s'auto-exécuter. Sorcière mentos, hurla Théo en crachant du sang, le désespoir total détruisant sa façade. Elle ment. Sautez-lui à la gorge, Majesté. C'est une ex-amante frustrée qui veut se venger de moi parce que je l'ai jetée. Elle a perdu la tête. Menteuse, répondit Elara, la voix étrangement sereine. Elle glissa sa main dans la poche profonde de son tablier crasseux. Elle en sortit un petit carnet recouvert de cuir usé. C'est étrange, Seigneur Théo. C'est exactement ce que j'ai lu dans votre journal de compte privé, que je vous ai subtilisé hier soir pendant que vous étiez ivre-mort dans le bordel de la ville basse, vantant vos plans à qui voulait l'entendre. C'était le coup de grâce. L'estocade finale. Théo cessa de respirer. Son visage reflétait un état de choc total, abyssal. Il regarda ce carnet, son carnet secret, contenant toutes ses tractations illégales. Il regarda la fille, la servante pitoyable qu'il pensait avoir brisée psychologiquement, réaliser le tour de magie le plus intellectuellement brillant et mortel possible. Elle l'avait manipulé de bout en bout. Elara tendit le petit carnet en cuir vers le roi Alpha. Ses mains fragiles rencontrèrent les phalanges dures et larges du Cédric. Au moment où leurs peaux se touchèrent. Zap! Un choc électrique, puissant comme un coup de foudre, parcourut le bras d'Elara jusqu'à son cœur. Elle laissa échapper une petite inspiration surprise. Cédric, la machine à tuer, l'homme de glace, eut exactement la même réaction. Ses yeux s'écarquillèrent d'une fraction de millimètre. La petite décharge statique avait réveillé chaque nerf de son corps. Son loup, engourdi par des années de solitude, hurla de joie dans son esprit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» pensa Cédric, son cœur battant soudainement de manière erratique. Il prit le livre lentement, sans briser le contact visuel avec Elara. Puis, il ouvrit le carnet. Il lut la première page. Ce fut suffisant. Les preuves de la mutinerie financière, de l'évasion fiscale, des pots de vin, de la trahison absolue de Théo envers la couronne. Tout y était. Noir sur blanc. Avec les signatures vérifiables des ennemis du roi. Cédric referma le livre dans un bruit mat qui résonna comme la porte d'un cercueil qui se ferme. Il tourna lentement la tête vers Théo, qui rampait maintenant en arrière en pleurant. « Guards, déclara Cédric. » Son ton était l'incarnation de la mort. Une douzaine de soldats d'élite en armure lourde apparurent de l'ombre de la salle. Prenez ce misérable parasite. Et tout son entourage. Jetez-les dans le donjon noir, le 4e sous-sol. Là où la lumière ne pénètre jamais. Confisquez tous ses biens, arrachez-lui ses titres. Et préparez les instruments de torture. Je viendrai mener l'interrogatoire, personnellement, ce soir. Théo hurlait, se débattant comme un porc qu'on mène à l'abattoir. Les gardes le traînaient par les bras. Non, non, pitié. Elara, s'il te plaît. Parle-lui. Elara, je t'aimais. Je suis désolé, je te rendrai tout. Majesté, c'est une erreur. Nune. Les cris de Théo s'estompèrent dans les couloirs résonnants du palais, jusqu'à devenir un ricanement lointain avant de s'éteindre totalement. La justice était servie. Après 3 ans d'enfer psychologique, d'abus émotionnels et de souffrances silencieuses, Elara venait d'abattre son bourreau avec rien d'autre qu'un bout de cuir et son intelligence tranchante comme une lame. Elle exhala un souffle tremblant, l'adrénaline la quittant soudainement. Elle sentit ses genoux flancher de fatigue. Mais elle n'eut pas le temps de savourer sa victoire. Parce que lorsqu'elle releva la tête, la salle gigantesque s'était vidée. Sur un ordre silencieux du roi, tous les nobles avaient fui, terrifiés par la scène. Il ne restait qu'elle. Et l'immense roi Alpha, qui la contemplait comme un scientifique observe une créature mythique qu'il pensait éteinte. Acte 4. Le contrat et la connexion forcée. Le silence qui s'installa entre eux était lourd, épais, chargé d'une incertitude électrique. Elara, sachant qu'elle venait tout juste de révéler de quoi elle était capable, pensa que c'était le moment de prendre congé avant que le roi ne décide de l'enfermer elle aussi pour s'être introduite dans les affaires royales. Elle fit une révérence parfaite, gracieuse, étonnamment digne pour ses vêtements de loqueteuse. Avec votre permission, Majesté. La vaisselle de la cuisine ouest ne va pas se laver toute seule. Mes services y sont requis. Elle se tourna pour partir. Arrête-toi, fit la voix grave, rocailleuse, commandant une obéissance absolue. Elara se fija. Le ton du roi n'admettait aucune dispute. Elle pivota lentement, son cœur reprenant sa course folle. Cédric descendit lentement les 3 marches de son trône. Il marchait avec la grâce prédatrice d'une panthère noire, ses bottes effleurant le marbre. Il vint se placer à moins d'1 mètre d'elle.
Il était si grand qu'Elara devait tordre le cou pour le regarder dans les yeux. Tu possèdes un esprit analytique capable de lire des bilans financiers complexes, une compréhension aiguë des alliances géopolitiques ennemies, des talents de vol à la tire, et le courage, ou peut-être la stupidité suicidaire, de dénoncer un complot majeur devant la cour entière tout en me regardant droit dans les yeux. Cédric pencha légèrement la tête sur le côté, ses yeux polaires la transperçant jusqu'à son âme. Et tu penses que je vais te renvoyer brosser des casseroles? Elara de Gloret. Je suis une servante, votre grâce. C'est mon travail. C'est mon statut. Un petit rire sec, rocailleux, presque douloureux de ne pas avoir été utilisé depuis si longtemps, franchit les lèvres de Cédric. Plus maintenant. Tu n'es plus une servante. Tu es mon nouveau stratège privé et mon assistante personnelle. Tu travailleras dans la tourée, aux côtés de mon bureau. Tu éplucheras chaque document, chaque traité, chaque proposition commerciale de ce royaume de menteurs, pour y débusquer les traîtres. Tu feras pour moi ce que tu viens de faire avec succès aujourd'hui. Elara écarquilla grand les yeux. Travailler directement et seul avec le monstre alpha tous les jours? S'enfermer avec un homme réputé pour sa violence imprévisible? Après avoir passé 3 ans à fuir le contrôle masculin? La panique s'empara de sa poitrine. Elle avait survécu à Théo en se fondant dans les ombres. Cédric voulait la mettre en pleine lumière, sous sa domination directe. Majesté, c'est hors de question, répliqua-t-elle sans réfléchir, la terreur motivant son insolence. Je n'ai aucune formation dans. Cédric fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux à presque rien. Son ombre la recouvrit totalement. La dominance alpha pure pressée contre la poitrine d'Elara. Ce n'était pas une proposition, petite souris experte en finance. C'est un ordre de ton roi. Tu emménages aujourd'hui dans les quartiers de la couronne. Tu auras accès à tout. Et en échange, je te donne ma parole d'alpha. Tu seras sous ma protection absolue. Personne dans ce château ou dans ce monde n'osera plus jamais te regarder de travers, et encore moins renverser de l'eau sur tes pieds. Le mot protection résonna profondément dans l'esprit d'Elara. Sa plus grande faiblesse, son désir le plus caché, était ce besoin de sécurité. De trouver un endroit où on ne lui ferait plus jamais de mal. Elle regarda les yeux de Cédric. Ils n'étaient pas cruels, comme ceux de Théo. Ils étaient dangereux, effrayants, brisés, méfiants, mais il n'y avait aucune cruauté vicieuse en eux. Il y avait même une pointe de vulnérabilité que seul un expert en psychologie brisée pouvait détecter. Il avait besoin de sa loyauté, car il n'avait personne en qui avoir confiance. Elara se redressa légèrement. Qu'avait-elle à perdre? Elle était passée des cuisines à la table du roi. Mais elle n'allait pas devenir un autre pion soumis. Très bien, murmura-t-elle, son regard noisette défiant toujours le sien. Mais je vous préviens, votre majesté. Je ne suis pas une femme docile. Si j'accepte ce poste, je vous dirai la vérité. Même si elle vous déplaît. Même si ça me coûte la tête. Un sourire en coin, ténébreux, incroyablement attirant, étira enfin le coin de la bouche de Cédric. Je serais immensément déçu que tu fasses autrement, répliqua-t-il bassement. Comment t'appelles-tu, l'effronté? Elara. Le prénom chuchoté par ses lèvres sembla rouler sur la langue du roi comme un secret précieux. Elara, répéta-t-il, un frisson imperceptible parcourant sa grande carcasse. Va préparer tes affaires, stratège Elara. Ton règne à mes côtés commence ce soir. Transition musicale douce, harpe et chœur lointain. Acte 5. La cohabitation, la soie et l'érosion de la peur. Les 2 semaines qui suivirent furent le plus grand choc culturel de la vie d'Elara. Ses nouveaux appartements étaient immenses. Un lit à baldaquin tapissé de soie bleu nuit, des tapis importés d'Orient, une baignoire en céramique toujours remplie d'eau chaude parfumée à l'huile de lavande. Quand elle s'était regardée dans le grand miroir pour la première fois avec les robes taillées sur mesure que le roi avait ordonné de lui coudre, elle ne s'était pas reconnue. Les haillons gris avaient disparu, remplacés par des robes ajustées en velours bordeaux ou en soie émeraude qui soulignaient sa taille fine, l'élégance de son port de tête de son ancienne vie noble, et la blancheur de sa peau. Mais ce luxe venait avec un prix, Cédric. Leur dynamique de travail était électrique, intense et épuisante. Ils passaient des heures interminables dans le bureau sombre et privé du roi, éclairé seulement par la cheminée rugissante et quelques candélabres. Cédric était exigeant, froid, mécanique dans son approche du royaume. Il traitait les affaires politiques comme des exécutions. Mais Elara, ayant juré de ne plus jamais se laisser intimider, repoussait constamment ses limites. Un soir, alors qu'une tempête de neige frappait les vitraux du château, ils étaient penchés sur une grande carte des territoires de l'Est. Cédric, après la trahison de Théo, voulait raser 3 villages frontaliers suspects en guise de représailles. C'est une erreur tactique stupide, majesté, dit calmement Elara en posant un pion sur la carte. Cédric grogna, un son animal venant du fond de sa gorge, montrant les crocs de frustration. Ne me provoque pas, Elara. Ces villages abritent des sympathisants de l'homme qui t'a brisé. Mon armée les écrasera en une demi-journée. Et en faisant ça, vous créerez 3000 martyrs qui haïront la couronne,
rétorqua-t-elle sans ciller. Coupez plutôt leur route d'approvisionnement. Affamez les leaders rebelles, et le peuple vous les livrera en échange de farine, de lui-même. C'est plus propre, plus efficace. Cédric leva les yeux de la carte et la fixa. Il s'appuya sur ses deux bras musclés au-dessus du bureau, son corps penché dangereusement vers elle. Il laissa échapper un souffle chaud qui agita les quelques mèches rebelles sur le front de la jeune femme. Tu as l'esprit du diable déguisé derrière un visage d'ange, murmura-t-il, la colère faisant curieusement place à une profonde fascination, une chaleur rauque dans sa voix. Elara rugit violament. C'était la première fois qu'il faisait un commentaire sur son apparence. L'atmosphère dans la petite pièce devint subitement lourde, épaisse, difficile à respirer. La pluie de printemps et le pain sauvage se mélangeaient dans l'air, enivrant. La tension émotionnelle entre grandissait de jour en jour. Sous ces dehors de monstres autoritaires, Elara découvrait un homme épuisé. Un homme qui portait le poids de millions de vies sur ses épaules solitaires. Elle remarquait ses petits rituels d'anxiété, la façon dont il serrait les poings jusqu'au sang quand il lisait les rapports des orphelinats brûlés, la façon dont il s'éloignait d'elle les soirs de pleine lune, terrifiée à l'idée que son loup intérieur hors de contrôle puisse lui faire du mal. Plus elle dévoilait sa nature profonde, plus l'esprit barricadé d'Elara s'ouvrait. Cédric la voyait, la braillait Elara. Il valorisait son intellect brut, il écoutait ses conseils, il respectait son espace. C'était l'exact opposé de Théo. Avec Cédric, sa puissance n'était pas utilisée pour la rabaisser, mais formait un bouclier colossal autour d'elle pour lui permettre de grandir, de s'épanouir. Scène clé, le rapprochement physique. Ce changement d'âme atteint son apogée à la fin du premier mois. La nuit était avancée. Elara cherchait un registre de lois archaïques dans l'immense bibliothèque personnelle du roi. Les étagères s'élevaient à 6 mètres de haut. Vêtue d'une robe de chambre simple mais élégante, perchée sur la haute échelle roulante en bois, elle s'étira de tout son long pour attraper un gros volume relié de cuir au sommet de l'étagère. Ses doigts effleurèrent la tranche. Elle tira. Le livre était plus lourd que prévu. Le volume glissa, l'entraînement de poids déstabilisa l'échelle. L'une des roues en laiton glissa brutalement hors de son rail. L'échelle pivota. Elara poussa un cri et lâcha prise, tombant en arrière, dans le vide. Elle ferma les yeux avec force, ses muscles se contractant en attendant le choc mortel contre le sol de marbre dur de la bibliothèque. Mais le choc ne vint jamais. Au lieu de la pierre froide, elle heurta un mur de muscles brûlants et durs comme de la roche. Deux bras massifs et puissants s'étaient enroulés autour de sa taille fine et sous ses jambes en plein vol, la rattrapant avec une grâce et une force surhumaines. Elara ouvrit les yeux en haletant. Cédric la portait dans ses bras, comme un marié portant sa jeune épouse au-dessus du seuil de leur maison. Le roi respirait lourdement, sa poitrine sculptée se soulevant rapidement contre le flanc d'Elara. Ses yeux luisaient de cet orbe bleu polaire, dilaté sous le choc de l'adrénaline. Il avait traversé la pièce en une fraction de seconde grâce à ses réflexes d'alpha. Bon sang, Elara, grogna-t-il, un mélange de colère protectrice et de peur pure rendant sa voix rauque. J'ai cru que j'allais te voir te briser la nuque. Leur proximité était écrasante. Elara pouvait voir chaque cils sombre entourant ses yeux hypnotiques, le grain de sa peau imparfaite mais magnifique. La chaleur qui émanait de son grand corps frissonnait contre la peau d'Elara. Un désir brut, viscéral, inconnu d'elle jusqu'alors, frappa ses sens. Ses mains étaient serrées autour du cou musclé du roi, par pur instinct. Elle ne pouvait pas lâcher prise. Le regard de Cédric tomba sur la bouche entr'ouverte d'Elara. Il déglutit, un craquement dur dans le silence de la bibliothèque. Son emprise autour de la taille d'Elara se fit imperceptiblement plus serrée, plus possessive. Le grand alpha dangereux luttait en ce moment même contre l'instinct primaire de son loup intérieur, qui hurlait à la lune, « La mienne. C'est la mienne. Prends-la. Garde-la. Vous pouvez me lâcher maintenant, votre majesté ?» murmura Elara, la voix étrangement voilée. Cédric inclina lentement la tête, son nez frôlant doucement la peau parfumée de la joue d'Elara, respirant son essence. Un frisson violent secoua le roi. « Et si je n'en avais pas envie ?» murmura-t-il, plus doucement qu'il n'avait jamais parlé à quiconque dans sa vie entière. Le point de déclenchement psychologique. À ces mots, quelque chose se rompit dans l'esprit d'Elara. La peur archaïque la rattrapa. Pas la peur de Cédric, mais la peur des hommes, la peur du mensonge, de la manipulation. Théo aussi avait murmuré des mots doux en la tenant fort, juste avant de lui arracher l'âme. La vulnérabilité, dans son cerveau traumatisé, était synonyme de destruction totale. Le corps d'Elara se raidit d'un coup. Ses yeux s'embuèrent d'une panique froide. Elle lutta, poussant contre ses pectoraux en acier. Le loup en Cédric sentit sa panique. Immédiatement, comme s'il avait été brûlé, Cédric la déposa doucement sur ses pieds. Il fit 2 pas en arrière, les bras levés en signe de reddition pacifique, le visage tordu de culpabilité d'avoir franchi une limite et provoqué sa peur. « Pardonne-moi », s'étrangla presque Cédric, détestant être la source de son recul. Elara se retourna,
entourant son propre corps de ses bras en tremblant. C'était le moment ou jamais. Elle devait expliquer sa blessure avant que ce mur invisible ne les sépare pour toujours. Acte 6. Le secret et les fonds émotionnels. Elara s'affaissa sur un lourd fauteuil en cuir près du feu mourant de la cheminée. Elle cacha son visage dans ses mains. Et pour la première fois devant un autre être humain depuis 3 ans, le barrage solide de son âme s'effondra. Les larmes, des larmes brûlantes de deuil, de honte et d'épuisement, coulèrent silencieusement. Cedric resta figé. Voir la personne la plus forte, la plus intelligente qu'ils connaissent pleurer ainsi brisait littéralement le cœur de glace du roi Alpha. Qui t'a brisé à ce point, Elara ? Demanda Cédric d'une voix qui craquait, empreinte d'une tendresse inouïe. Je sais que c'est lui. Theo. Mais dis-moi comment. À travers ses sanglots étouffés, la voix brisée mais libérée d'Elara s'éleva, remplissant le silence de la vaste bibliothèque. Elle lui raconta toute la vérité, cette vérité qu'elle cachait même à elle-même par honte d'avoir été stupide. Elle raconta comment, jeune fille orpheline héritière noble, elle avait cherché de l'amour et une protection. Comment Théo est entré dans sa vie, brillant, doux, promettant les étoiles. Comment il a utilisé la manipulation psychologique pendant 2 ans, isolant Elara de ses amis, s'emparant lentement de sa dépendance émotionnelle. Il m'a fait croire que sans lui, j'étais folle. Que je n'étais rien, sanglota Elara, serrant ses genoux contre sa poitrine. Il m'a fait signer des parchemins que je ne comprenais pas, disant que c'était pour notre avenir. Quand mon compte a été vidé, quand ma maison a été vendue, il est arrivé un jour avec Clara. Il a jeté mes affaires dans la boue. Il m'a dit que j'étais ennuyeuse. Que j'étais une sangsue. Que mon seul moyen de rembourser les dettes que lui avait créées en mon nom était de devenir servante au palais. Elara releva la tête, son beau visage taché de larmes amères, reflétant la lueur orangée des flammes. Il m'a pris ma confiance, Cédric. Il m'a volé la capacité de croire qu'on peut m'aimer sans vouloir utiliser mon esprit ou mon corps avant de me jeter aux ordures. Je suis désolée de vous repousser, c'est juste que, je suis cassée à l'intérieur. Je suis défectueuse. Un silence lourd descend sur la scène. Cédric, la machine de guerre terrifiante, le souverain sans pitié qui décapitait ses ennemis sans hésitation, resta immobile pendant une longue minute. Il assimilait l'horreur des abus psychologiques infligés à la femme qu'il admirait le plus au monde. Dans le noir de la pièce, son aura explosa. Pas d'une colère contre elle, mais d'une rage colossale, cosmique, contre le parasite qui respirait encore dans ses donjons à cause de sa clémence temporaire. Ses griffes s'allongèrent, perforant le tapis oriental sous ses bottes. Ses yeux devinrent instantanément d'un rouge sang féral et effrayant. Le loup intérieur de Cédric hurlait à la lune pour réclamer beaucoup de sang, une vengeance viscérale pour sa compagne brisée. Mais au milieu de cette fureur meurtrière, l'instinct primordial du loup fit une autre chose. Il ressentit l'insécurité totale d'Elara. Cédric maîtrisa la bête d'un effort de volonté herculéen. Il força ses yeux à redevenir bleus. Il marcha lentement vers elle. Lui, le plus grand roi de l'histoire du continent, le monstre que tous craignaient, posa ses genoux massifs sur le sol, juste devant la jeune femme recroquevillée. Il s'agenouilla devant son assistante. Elara octa de surprise en le voyant prendre cette position de soumission totale absolue devant elle. Cédric leva ses 2 mains calleuses, marquées par les batailles, et les posa doucement sur les petites mains glacées d'Elara. Ses pouces caressèrent ses articulations avec une incroyable douceur. « Tu n'es pas cassée, Elara » déclara-t-il, sa voix tremblante d'une sincérité écrasante, déversant toute son âme dans ses mots. « Tu es l'épée la plus tranchante que ce monde ait forgée. Tu as survécu à un monstre manipulateur, et tu l'as anéanti avec ta propre brillance. Tu as traversé l'enfer toute seule, pour atterrir dans les entrailles d'un autre enfer avec moi, et tu en as fait un endroit qui vaut la peine de respirer. » Le cœur d'Elara rata un battement. Les yeux du puissant de Cédric brillaient de larmes ravalées de colère et de chagrin pour son passé. « Tu n'es pas défectueuse, murmura-t-il, posant délicatement son front froid contre le front brûlant d'Elara. « Tu es ma perfection. Et si tu me laisses l'opportunité d'être près de toi, je passerai le reste de l'éternité que m'accorde la déesse à construire des murs autour de toi pour que plus jamais personne, pas même moi, ne puisse te faire du mal. » Le souffle d'Elara se bloqua. Le poids des mots étouffait la peur dans sa poitrine. La chaleur du roi, non pas exigeante, mais protectrice, donnait l'impression de finalement arriver chez soi après un long, très long voyage dans le blizzard. Elle ferma les yeux, se laissant lentement aller contre lui, permettant à l'homme le plus effrayant du monde d'être son sanctuaire. Acte 7. L'évasion et la menace extérieure. Pourtant, le destin n'avait pas complètement exorcisé les démons du passé d'Elara. Dans l'obscurité écrasante du 4e sous-sol, le donjon noir, Théo subissait un calvaire qu'il avait largement mérité. Brisé physiquement et mentalement, ses privilèges de l'or avaient été lavés de ses mains ensanglantées. Mais Théo avait encore un atout que sa nouvelle misère n'avait pas effacé, son réseau de l'ombre dans l'ouest. 2 mois après la révélation fracassante d'Elara, lors d'une nuit de nouvelle lune noire comme l'encre,
Une opération s'était déclenchée silencieusement. Des gardes royaux corrompus, achetés des années plus tôt par Théo, endormirent les sentinelles du sous-sol. Ils déverrouillèrent la cellule de Théo, lui fournirent un manteau noir et l'arme parfaite pour la lâcheté. Un poignard d'argent gravé de runes de poison foudroyant, interdit depuis des siècles. Théo s'enfuit du cachot. Ses sauveurs lui avaient préparé un cheval aux écuries de l'Est pour l'exiler vers sa liberté pathétique. Mais la folie, nourrie par 60 jours de torture et d'humiliation, s'était emparée de l'esprit du traître. Il ne voulait pas fuir. Il n'avait plus rien à vivre. Il voulait une chose, et une seule, avant de mourir, détruire l'architecte de sa chute. Détruire celle qu'il avait pensée faible. Il voulait arracher le cœur d'Elara. Transition de tension, rythme saccadé. Cette nuit-là, par un tragique concours de circonstances, Cédric n'était pas au château. Un rapport de mutinerie, savamment orchestré comme diversion par les alliés de Théo pour éloigner l'Alpha, avait exigé la présence de Cédric au poste frontière de la forêt de Givre. Elara était restée seule dans ses appartements. Il était 3 heures du matin. Elle lisait, installée sur le rebord de la grande baille vitrée, enveloppée dans une grande chemise noire qui appartenait au roi. Elle adorait cette chemise. Elle sentait le cuir et la pluie, l'odeur qui la rassurait désormais profondément. Le silence dominait. Puis, un craquement presque inaudible retentit au bout du couloir. L'esprit analytique d'Elara, toujours aux aguets, se figea. Elle éteignit silencieusement sa bougie. La lourde poignée en laiton de sa porte d'entrée commença à tourner au ralenti. Le cliquetis de la serrure forcée résonna comme une explosion. La porte s'ouvrit en grinçant. Un courant d'air froid s'engouffra, traînant avec lui une odeur insoutenable. La crasse, le sang séché et l'odeur piquante de la pourriture des donjons. L'ombre de Théo se découpa dans l'encadrement de la porte. Il ne ressemblait plus à l'arrogant jeune homme magnifique. Ses cheveux étaient arrachés par plaques, son visage squelettique était parcouru de tics nerveux effrayants, ses yeux injectés de sang globuleux brillaient de l'hystérie d'un mort vivant. Dans sa main gauche tordue, le poignard d'argent empoisonné luisait de manière vicieuse sous un rayon de lune passant à travers les fenêtres. « Bonne nuit, petite souris », susurra Théo d'une voix sifflante, folle, fermant la porte derrière lui. Le sang d'Elara se glaça. Elle se leva précipitamment, trébuchant en arrière jusqu'à ce que son dos heurte la bibliothèque. Il n'y avait pas de garde. Il devait être mort ou corrompu. Cédric était à des lieues de là. Elle était seule, face à son plus grand cauchemar armé d'un couteau. « Reste loin de moi, Théo. Un pas de plus vers moi et tu sais ce que lui te fera en rentrant. La torture du donjon ressemblera à une berceuse. » Sa voix tremblait, mais elle luttait pour la stabiliser. Theo Rhett. Un rire fou et rauque qui envoya des frissons d'horreur le long de la colonne vertébrale d'Elara. « Lui sera trop lent, » gloussa le traître. « Trop loin pour te sauver. Tu croyais quoi, misérable pute? Que tu pouvais m'écraser. Moi. Tu as ruiné ma vie, chérie. Alors je suis venue prendre la tienne. Je vais prendre mon temps pour écorcher ce joli visage qui passe ses nuits à murmurer à l'oreille du chien couronné. » Sans prévenir, Théo s'élança avec la vitesse du désespoir. L'instinct de survie d'Elara prit le dessus. Fini la fille soumise des années passées. Théo abattit le poignard d'argent vers sa poitrine. Elara plongea sur le côté, attrapa une chaise en chaîne massive, l'armure de sa survie, et la balança de toutes ses forces. L'impact heurta le flanc blessé de Théo avec un craquement retentissant. Il hurla de douleur, crachant du sang, tituba en arrière mais ne s'arrêta pas. La folie lui offrait une résistance à la douleur terrifiante. Il contourna rapidement la table basse de son appartement. D'un coup de pied bestial, il percuta violemment le ventre d'Elara. Le souffle coupé par la puissance de l'impact, Elara fut propulsée en arrière, s'étalant lourdement sur le grand tapis de soie perçant. Ses poumons luttaient pour retrouver de l'oxygène, un voile noir commençant à assombrir sa vision. Théo s'agenouilla violemment sur elle, emprisonnant ses jambes. Ses genoux écrasaient les côtes d'Elara. Une main crasseuse et vicieuse empoigna les cheveux sombres et longs d'Elara, tirant sa tête en arrière de manière douloureuse. L'autre main leva très haut le couteau luise d'argent couvert du venin verdâtre. « Fini de jouer à la princesse, Elara. Dis bonjour à la déesse de la mort de ma part, » cracha Théo, les yeux fous, écarquillés par le plaisir de la vengeance. Il initia le coup fatal vers le cœur d'Elara. Elara ferma très fort les yeux, les larmes coulant, incapable d'empêcher la chute de la lame, repensant avec une tristesse déchirante que ces derniers moments auraient au moins été ceux dans le bras protecteur du roi Alpha Cédric. Acte 8. Le féral, le mating et l'éclat de rage. Aucune musique. Un silence brut, coupé par un bruit monumental. Bam! Crack! Ce n'était pas la porte des quartiers d'Elara qui venait de s'ouvrir. Les lourdes portes massives de 300 kilos qui constituaient l'entrée du corridor ouest, à 12 mètres de là, venaient non seulement d'être arrachées de leurs gonds, mais l'une d'elles fut purement pulvérisée en 1000 échardes de bois mortel et de chêne sous la force d'un impact météoritique. Cédric n'était pas arrivé à la frontière de Givre.
20 minutes après son départ, alors que son loup intérieur devenait de plus en plus anxieux de s'éloigner d'Elara, pressentant un piège à plein nez, Cédric avait fait faire demi-tour à son cheval. Et à quelques kilomètres du château, le lien spirituel du futur Matalfa, le lien primal et mythique, avait frappé l'esprit de Cédric comme la foudre. Elle a peur. Elle a mal. Cédric n'avait pas chevauché le reste du trajet. Il avait couru à une vitesse impossible, ignorant la garde, détruisant toutes les barricades, une force de pure nature, guidé par la terreur bestiale de perdre son âme. Dans l'appartement, la lame de Théo n'était plus qu'à 5 centimètres du torse d'Elara quand le bruit de l'explosion déchira l'air. L'instant suivant, une ombre massive apparut dans le cadre de la porte détruite d'Elara. Et cette chose, cette entité debout devant eux, ce n'était plus un homme. La température de la chambre en soi chuta brusquement jusqu'au point de congélation absolue des vitres. Cédric mesurait maintenant presque 1,99 m. Les coutures de son armure tactique étaient en train de se déchirer sous le soulèvement de muscles hypertrophiés par l'état intermédiaire de transformation bestiale. Sa poitrine se soulevant rapidement avec une fureur écumeuse. Ses babines étaient retroussées en haut de ses dents devenues des crocs luisants, dégoulinantes d'une bave agressive. De longues griffes noires prolongeaient ses doigts. Et ses yeux. Ses magnifiques yeux d'un bleu polaire, brillaient d'un feu cramoisi. Le feu écarlate pur de l'alpha féral suprême qui vient de découvrir, oh, misère, quelqu'un posant l'arme sur la gorge de son point d'ancrage dans la galaxie. Théo se fija. Il s'arrêta instantanément. Même les psychopathes les plus désespérés possédaient une amygdale dans leur cerveau reptilien dédié à reconnaître le prédateur pur et absolu. Le regard de ce loup démoniaque, figé sur l'homme agenouillé sur Elara, était pire que la vision des limbes elles-mêmes. La salive de Théo sécha dans le fond de sa gorge sèche. Majesté, bégaya pathétiquement Théo, sa main tremblant et détournant lentement le couteau en l'air. J'étais, elle m'a attaqué d'abord. Il n'eut même pas le temps de murmurer un second misérable bout de phrase. Cédric grogna, un hurlement terrifiant et briseur de verre. Et en moins d'un battement de cœur, le loup disparut presque pour réapparaître juste au-dessus d'eux. Une énorme et indéracinable main aux griffes serrées à l'avant, atterrit massivement autour du cou fragile de Théo, le soulevant instantanément brutalement d'Elara. Théo lâcha le couteau empoisonné qui roula inoffensivement plus loin. Il fut projeté et plaqué en l'air par son bras comme s'il ne pesait que quelques précieux grammes de poussière. La main l'alpha compressa tellement les vertèbres de la glotte du traître que les yeux de celui-ci semblèrent prêts à sortir de ses visuels enfoncés, crachotant, gesticulant silencieux comme un petit asticot pitoyable luttant. Les gémissements de mort de Théo étaient de la musique pour la bête alpha qui venait de s'éveiller. Tu as SO accent aigu, murmura de voix gutturale ténébreuse vibrante. La voix de l'enfer même de Cédric crachant du venin. Tu as osé toucher ma compagne. Elara ferma un énième sursaut. Ma compagne. Ma métier. Son âme sœur du destin. Le mot flotta dans l'air comme la solution mathématique universelle qui expliquait tant l'amour et son cœur. Avant que quiconque aille bouger, Cédric, affichant son dégoût ultime, s'élança de ses phalanges puissantes, fermant toute son poignet comme un roc serrant dur la gorge de Théo. Un très lourdement et très écœurant craquement. Les os entiers qui construisaient la force traître de Théo explosèrent intérieur. Cédric détruisit les voies respiratoires de Théo, ses épines et ses poignets à tout jamais. L'alpha relâcha l'emprise comme on jetterait un verre défectueux trouvé au bout de poubelle de la dernière allée sombre. Théo s'écroula mollement contre les gravats des portes détruits, totalement hors du monde, encore bien vif mais tétraplégique irrémédiablement. Un fantôme sans mots qui pourrirait vivant ébahi pour le compte des 60 années misérables qui suivraient, ce qui était très suffisant. Ces gardes d'élite royaux arrivant par escouade les mains lourdement essoufflées derrière à bout de l'escalier et n'eurent juste à dire. Enlevez-moi ce résidu carbonisé dans le gouffre de l'acide noir, commanda Cédric aux gardes d'une froideur polaire sans même le vérifier. Assurez-vous qu'on ne reverra pas l'ombre de sa trace et que ses membres soient scellés. Il ne se soucia plus et ne prêta plus une demi-seconde à Théo. Le tyran était enfin mort et effacé, un petit point insignifiant de l'histoire et une blague oubliée. Oh. Quand les soldats emportèrent prestement Théo dans l'oubli le plus absolu, le silence et la peur descendirent une seconde de nouveau dans les quartiers brisés d'Elara. Mais ce fut différent. L'aura sombre, infernale, sanguine du roi féroce, s'évapora soudainement comme l'eau s'écoule d'un bol qu'on aurait cassé sur des braises brûlantes. La puissance terrifiante, l'alpha de glace qui gérait sans contrainte. Tout d'un seul coup s'éteignit au profit d'une autre terreur beaucoup très nouvelle et folle. La simple et déroutante de peur frénétique de perdre celle de la vie d'Elara que ce dernier adorait la vision. Cédric le dangereux roi démoniaque trébucha bêtement à l'instant même où il croisa le contact sur Elara. L'alpha colossal, la force monumentale au sommet du monde, s'affala complètement, s'effondrant lourdement presque à plat sur ses deux genoux directement devant la petite femme grelottante contre pied de canapé dans de vieilles chemises noires masculines trop grandes, allongée le dos effaré sur des tapis ensanglantés de luxe. Ses yeux qui flamboyaient en rubis n'étaient désormais plus qu'un océan d'eau bleue affolée de remords absolus.
balayant compulsivement son corps des poignets vers la gorge. Elara Sherry, parle-moi. S'il te plaît, parle-moi. Est-ce que ce détritus minable t'a frôlé? T'a touché l'âme? Les larmes immenses qu'il tentait depuis les âges des fondations antiques du palais montèrent de l'intérieur de l'orgueil de son égo féral et explosèrent soudain pour creuser au bord des contours du visage de l'Apex. Les immenses mains, dures, violentes de pure et inqualifiable foudre qui parvenaient à décimer 300 hommes armures, caressèrent soudain son front au contour délicat fragile que du cristal brisé sans poids, pour les prendre avec précaution extrême au creux avec des doigts incroyables tremblotes pures. C'est là qu'Elara ouvrit au summum ce mystère et comprit. Devant ses yeux bleus effrayés pour elle, un tel décalage incroyable absolu. Ce grand, immense dieu noir meurtrier sanguinaire intouchable qui terrorisait une province complète sans cligner et baisser jamais. Un monstre sans cœur et l'homme le plus puissant, le loup souverain terrifiant. Était juste un pauvre immense et très jeune homme abîmé effondré à 2 genoux frétillants, tétanisé, terrifié comme quiconque un enfant orphelin misérable juste par la toute petite crainte pathétique qu'avec un peu de temps perdu et sa lenteur pour courir il aurait perdu la seule unique étincelle de lumière loyale amoureuse dans ses vies immenses à vide sombre en regard de ses peurs et tristesses qu'il se soutenait. Et dans ce beau moment très simple, les chaînes, la brisure, les anciens monstres qui retenaient cette confiance brisée d'Elara de son cœur, fondront. Elles éclatèrent totalement. Son bouclier s'évapora totalement. Je vais très bien, Cedric, murmura-t-elle finalement, son cœur s'affolant et battant en émotion grandiose de sourire réel et vrai. Il ne m'a rien fait de lui. En prononçant pour tout d'une première tendrement le Cédric, prénom chaud plein d'un soulagement lourd affectif au lieu du, sa majesté froide du passé. Cédric relâcha toute son propre âme et fit de l'angoisse des poumons se vida d'un grand profond suffocant souffle libératoire qui a frissonné sa propre colonne osseuse. Il ramassa très délicatement la taille fluide de frêle jeune fille vers lui-même. Cédric effondra complètement puis enfouit la mâchoire brute sous les cheveux du creux, son épaule odorante parfum très fort sa source pluie, des jasmins doux éthérés et chauds. Encerclant et l'écrasant avec passion tendresse sans aucune violence tel qu'un refuge immense, et elle devenait l'unique dernier radeau sur l'océan qui lui évitait tout de couler dans les noirceurs abîmes féroces et lourds des rois loups. Elara passa alors pour s'ancrer au fond de leurs amours, glaça très douce les des deux petites et douces mais tenaces s'accrochant les bras frêles derrière de longues nuques en cuir sombre musclé, lui caressant ses fins cheveux doux rebelles et sombres et chauds du souverain qui l'enlaçait comme son oxygène. Elle ferma à le cou sur cette immense certitude des dieux lunaires que la sécurité n'était non pas d'enfuir loin la dominance mais de mêler sa fragilité et puissance pure dans le bouclier. Et cœur le grand vrai être des hommes pur loup, son éternel point protecteurs infinis, de son homme. Quand je t'ai vu la première heure debout de par terre face à un idiot, au milieu dans ce salle glacial d'audience. Avoua le loup sa respiration chaude ébranlée avec un grognement très rauque et plein chuchote en plein frôlé de l'épaule d'Elara. Ses frissons montant sous les caresses des deux femmes. J'étais vraiment de base admiratif. Mais d'abord tu as tout pulvérisé cette saleté pour briser la mascarade des trompettes, et je ressentis simplement épris. Tu as détruit ce parasite sans une lame à peine de mes propres armées. Je suis resté fou furieusement de fascination à tout égard. Et ensuite maintenant osa très Elara susurrer tout frissonnante d'émotion sous ce propre cœur la battant. Cédric l'homme se recula délicatement à tout petit point juste une poignée sur quelques-uns centimètres. Fixa ce somptueux vrai joli grand magique visage qu'il aime si fort dans son océan bleuté rempli la possessivité alpha protectrice au désir brûlant mais très pure pleine une douceur irrévocable, les pupilles brillant l'une. Et bien maintenant, c'est passé tous ces mois à te surveiller. Maintenant, ta très présence est la toute unique seule raison exacte pure et valable qu'a eu jamais mon foutu propre cœur froid de se battre à fond sans plus arrêter dans une journée de solitude entière mortelle. Tu mets de tout de la vie d'existence. Tu as appris tes mains et réparé des parties sombres de la psyché du seul roi le violent alpha qui le pensait incurable et foutu. Tu, Elara, sa grande, sa énorme mais de très si douce main calleuse dure caresse-soi et encadrait le petit la taille, de visage parfait magnifique. Tu n'as été de base jamais rien dès qu'une pauvre servante pathétique. Tu fus été au plus profond ton sang tout mon seul égal. Une de grandes des pures reines brillantes, mais malheureusement on se déroba d'une couronne au profit d'un saleté et de brisures qui te l'avaient cachée. Sois à tout prix la part de moi. S'il tu te peux de laisser l'espace ton être. Deviens alors à vie ma partenaire, mon amour pur en ce toujours. Sois à ma matée et mon compagne d'esprit lunaire. Laisse l'unique monstre de ta monde d'alpha sacrifié faire en sorte à que tout le reste entière de son d'éternité féroce tente passer le restant temps pour prouver devant l'étendue au continent ce pourquoi au ciel et comment tu une pure la créature la si précieuse. Adorable belle au monde qui ait foulé ma vie de dalle. Je construirai pour à l'abri à chaque instant un seul royaume si fort solide. De tel pour qui les rois se mettraient toujours très petits genoux avant d'arriver te blesse seulement où tu aurais les pleurés. Elara comprit des mots à chaque son du grand battement de chaque cœur l'amour vrai profond qu'offrait la sincérité. Elle ne répandit aucune phrase verbalement car cette de preuve absolue qu'était suffisante l'amour était. Le bonheur effacera toute l'anxiété, la peine, le stress, les souffrances de dépression ancienne Théo.
Son si fin de long doigt caressèrent glissant sous un mâchoire carré rude et solide du loup pour rapprocher tendrement cette le corps dominant massif vert de d'ailes de sienne brasant totalement à la seule toute première très douce de distance du monde entre cet être, effaça distance. Puis, quand skills à lèvres pleins douces détouchèrent les deux fermes, le loup passionné un de contact de ce format. Il se fit une grande tempête et le déluge d'émotions pure d'électricité très charnelle, très fière, magique et tendre féroce fusionne sans des mensonges. L'une d'un feu doux, sa ruse du stratégie et une très belle fragilité cicatrice très l'intelligent des Elara rencontra se fondir amour pur brisement dans le très autoritaire dévotion sauvage brute possessible du roi impétueux Cédric et l'incroyable de folie d'adoré. Tous leurs fardeaux à solitaire de chacun d'entre tombèrent au vent disparu en ruine de la lune cette seule heure pour les tout éradiquer les blesses. Pour la grande Inde à leur premier moment les jours des histoires Cédric à toujours ne furent-ce pas le seul des monstres sombres morts seuls. Et pour le premier de vie la fille du Ajour d'Elara, il trouvait sans contrainte, jamais aucune de peur plus, sans dé d'humiliation. D'où jamais. La survie au passé s'était acheva très là dans Victoire l'amour à la vraie, c'était sa place son unique chez de soi. C'était l'amour vrai. Transition son. Acclamations. Chant épique trompette victoire royale. Outro. La récompense et la gloire. L'une dit à des de très sombres bruits rumeurs au de le fondement sur à la terre les royaumes. Théo allait traître sans dignité ou sans ami un des plus minables de la destin a pris ses dents de sombre et réveillé sa prison, et très loin de là pour s'apercevoir tout la fond les sous-sols puantes pourrir tout dans la d'un crasse d'être d'oubli ébahi sans laisser pleurer membres brisés dans une misère. Il sut après jour les son pire, le pur et vrai des plus supplices, de ça n'a-ce pas d'un des la cruelle souffrance et misérable corps de physique de torturer que. Mais c'est à savoir elle de se dire qu'il est dans le bout du très bout de toute doit jadis l'absolu trésors incroyable brillance d'une beauté pure le et la l'unique force à femme d'argent et or pur dans les cœurs. Eh bien il avait se choisi ce dé lui traité et là il avait tout jeté pour de son propre stupidité une des orgueils comme toute une poubelle à des ordures. Et pendant tout en entend pour une simple sa cellule froid, minable avec de petits très petits un misérable lucarne trop à gris barreau à son sombre prison long pour lointain peut écho juste ou de lui entendre écouter pleurant et de défaite très grand brouhaha d'une allégresse immense du grand château. À les foules fêtant clameur et liesse de grand bonheur. Les grandes et les tambours écorlés de joyeux de musique qui chantaient le monde avec l'armée et hurlaient sous leurs joyeuses pour acclamer, et la royauté l'élu avec dans l'amour la de roi, et loup triomphant à de lune de d'honneur qui sonnait les royaumes d'entier célébrant le à jour pour très fiers tous les amours. Car à d'aujourd'hui oui le ce est beau jour où en tout plus haut de summum le magnifique des cimes de très grands balcons et châteaux leur royal avec soleil, enrobé de l'immense somptueux et royal l'élégance belle tissu rouge magnifique de soie des robes et couronné pour fil en grand couture en diadème pur avec pour diamant brille le a sur les grandes têtes avec merveilleux visage délicate avec cette de crinière les noirs de corbeaux déterrés en soleil des Elara. La misérable des pauvres les servantes à briser rabaisser portée au à grand aux cieux jour et aujourd'hui du tout fier pour tout jamais les et pour la tête c'était c'est le titre de d'une pure reine absolue. Il pour tout le ce côté du là en main avec fermeté la serrée fière à des un protecteur de sourire posé sur épaule droite très solide protectrice possessive chaleureux affectueux sa de loups adorée. Des alpha mortels impitoyables roi alpha majesté Cédric. Le un jour souriait du finalement avec pleine des dents face de grandes sont de tout royaume car là finalement, et c'est un avec des vrais paix c'est lui pour la trouve à détrouver la vraie force l'unique la des un de les choses dans les mondiaux puissantes choses amours absolus que tous l'argent. Que tout aucune arme et l'épée la cruauté a et la peur et puissante les des victoires des armées ne pourra très non le de peu de tout n'achète l'obtenir et jamais cible conquis. C'est une de pauvres âmes de briser détruite fille asservante par au le passé trompé en bas. Qu'a fait soigner par tous lui pour ensuite tous de sa force tendresse au recoller ce son propre des cœurs des un loup alpha meurtri sombre brisé. Pour tous temps à l'éternité. Moins, fin d'une l'incroyable épopée. Musique, épique, fondue à un arrêt triomphant. Aimez, c'est pour une vidéo pour si les tu adores ce qui voient roi du karmas absolu et n'hésite jamais revenge. C'est traître tout la punition l'espoir très justice incroyable de s'abonner pour une toute histoire passionne et d'autres de belles aventures de vengeance romance en loup à destin mat. Au en revoir loup d'alpha très cher de l'ami.